Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, bienvenue dans Y a pas d'âge, votre rendez-vous feel good tous les dimanches jusqu'à 13h avec plein de nouvelles rubriques, des conseils, des astuces pour vous faciliter la vie. Aujourd'hui, David. Aujourd'hui, il n'y a pas d'âge pour oser en parler du scandale de ces groupes de maisons de retraite médicalisées qui décident partout en France de fermer des EHPAD faute de profits supplémentaires en ne se souciant absolument pas de l'avenir de leurs résidents, voire en les abandonnant. Il n'y a pas d'âge pour avoir une peau ferme et sans rides. Ça vous intéresse? On vous donne toutes les techniques des dermatos. Il n'y a pas d'âge pour s'occuper de son animal. À l'aide, mon animal de compagnie fugue sans cesse. Que faire pour éviter cela? On vous dit tout. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Si nous achetions tous un calendrier de l'Avent pour adultes cette fois. C'est vrai, les enfants on connaît, mais nous là, dès le 1er décembre, vous allez voir, il y a plein de marques qui se sont lancées dans l'aventure. Il n'y a pas d'âge pour s'émouvoir le temps d'une lecture. Roland Pérez, avocat au barreau de Paris, va vous faire découvrir son deuxième roman, Ma mère, Dieu et Lydie. Il n'y a pas d'âge pour pousser un coup de gueule, apprenant que beaucoup de médecins généralistes quittent leur poste avant la retraite, épuisés moralement par un manque de considération, et ce, évidemment, alors que nos régions souffrent d'une désertification médicale très inquiétante. Et dans l'invité qui ne fait pas son âge, nous avons voulu rendre hommage cette semaine à Colette Maz, cette pianiste de 109 ans, absolument extraordinaire, que nous étions allés interviewer l'année dernière. Voilà, donc nous allons lui rendre hommage en rediffusant sa dernière interview. Oui, on a été très tristes d'apprendre cette nouvelle. Sud Radio, y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour oser en parler. Véritable scandale que la presse ne relaie pas sur le plan national. De plus en plus de groupes de maisons de retraite médicalisées décident de fermer des EHPAD à travers la France. Et ce, en ne s'intéressant absolument pas à leurs pensionnaires et aux incidences catastrophiques qu'une telle initiative peut avoir sur eux. Des personnes âgées, dépendantes et vulnérables. Heureusement, face à cette situation catastrophique, aux côtés des familles et du personnel soignant qui se révoltent contre ces décisions industrielles, on trouve les maires des villes concernées qui mobilisent les pouvoirs publics. Fermer un EHPAD, rappelons-le, et déplacer ses résidents dans un autre établissement, très souvent à plusieurs dizaines de kilomètres de ses enfants, et le confier à une nouvelle équipe soignante, ça n'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui a de lourdes conséquences. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons Jean-Marc Michelon, qui est le maire de la commune de La Courtine, dans la Creuse, à 30 kilomètres au sud d'Aubusson. Bonjour Jean-Marc Michelon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Depuis plusieurs mois, vous vous opposez avec vos administrés à la fermeture de l'EHPAD de La Courtine. Depuis quand cet établissement existe-t-il et combien de personnes y vivent? Alors cet établissement a ouvert ses portes en 2012, exactement. Donc c'est un établissement de 40 places et qui est occupé à en gros 80%. D'accord. Alors c'est important, évidemment, un EHPAD c'est une institution dans un village comme La Courtine. J'imagine que la présence d'un EHPAD envoie le message positif, que ce soit sur le plan de la vie quotidienne ou sur le plan moral, qui prouve qu'on s'occupe de nos personnes âgées. Bien entendu. Et cet EHPAD était attendu depuis de nombreuses années sur le secteur de La Courtine. Oui. Nous avons pu le réaliser et confier la gestion à l'hôpital de Busson suite à un schéma départemental établi entre l'ARS et le conseil départemental de la Creuse. Donc cet établissement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ouvert en 2012, une équipe plurisimilaire s'est mise en place. Des personnes âgées, ils sont très bien accueillis. C'est une petite structure, donc c'est familial, convivial, et nos anciens méritent vraiment qu'on ait conscience de leurs soucis de fin de vie et qu'on puisse les accompagner de façon digne et humaine. Oui, donc ce qui est très significatif dans le cas de l'EHPAD dont on parle à La Courtine, c'est que c'est un établissement moderne. Il n'est pas vétuste du tout. Pas du tout. D'ailleurs, sa conception a été faite avec une spécialiste en gérontologie, ainsi que l'équipe médicale et de suivi de l'hôpital de Busson. Donc, le concept a été fait avec des chambres adaptées, des salles de bain adaptées pour des prises en charge de personnes à mobilité très très restreinte. Et donc, tout a été fait de façon que ce soit le plus vivant possible, le plus adapté pour le personnel. C'est vraiment une structure qui mérite de vivre. Et alors, où l'administration justement de l'EHPAD a-t-elle prévu de déplacer les résidents en cas de fermeture ?
Alors, l'administration de l'EHPAD a prévu de les déplacer sur Aubusson, sur deux EHPAD, donc un qui est au Mont, à l'hôpital d'Aubusson, et un autre EHPAD qui s'appelle l'EHPAD Saint-Jean, qui lui, par contre, est menacé de fermeture parce qu'il est très vétuste. C'est un établissement très âgé qui nécessite une restructuration, mais et voilà, donc ça serait déplacer ces personnes vers Aubusson et une fermeture, c'est ce qui était annoncé, une fermeture de l'EHPAD de la Courtine, ce qui est totalement illogique. Si on déplace des personnes âgées, qu'ils soient de l'EHPAD de Saint-Jean ou d'Aubusson ou de la Courtine, on sait que c'est les amener vers une mort rapide. Oui, bien sûr. Une structuration totale. Et vers un isolement, parce qu'Aubusson, rappelons-le, est à 30 km de la Courtine. Alors, Aubusson est à 30 km de la Courtine, effectivement, et c'est vrai que ça ne facilite pas la vie des familles qui peuvent placer leurs personnes âgées dans une structure de proximité et leur rendre visite. C'est les isoler un peu plus, quoi. Justement, que disent les familles des résidents? J'imagine qu'il y a une inquiétude qui règne. Quelles sont leurs craintes? Bien entendu, mais les familles sont totalement opposées à au déplacement de leurs aînés vers une autre structure. Oui. C'est très logique, c'est tout à fait compréhensible. Bien sûr. Oui, parce qu'il y a une différence entre aller à pied, voir un aïeul tous les jours ou tous les 2 jours, et prendre sa voiture et faire 30 km pour aller le voir une fois par semaine au Qui mieux. demande un temps considérable, oui, bien sûr. Et bien souvent, malheureusement, ce sont des couples, donc des couples de personnes âgées, donc où l'un des deux doit malheureusement se rendre dans une structure d'accueil adaptée. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour ces personnes vieillissantes de prendre la voiture et de se déplacer vers des locaux qui sont beaucoup plus loin. Alors, l'hôpital d'Aubusson qui administre l'EHPAD dit qu'il n'est pas rentable. Est-ce qu'ils vous ont montré des bilans et des projections le confirmant? Vous savez, les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. Alors effectivement, quand on voit le taux de remplissage de l'EHPAD de la Courtine et celui des structures d'Aubusson, on est en droit de se poser des questions. D'ailleurs, c'est pour cela que l'audit a été défini en partenariat avec la préfecture et l'ARS, de façon à connaître exactement le fonctionnement et les soucis que rencontraient les uns les autres. Après, les chiffres, voilà, ce reste des chiffres. Mais pour rendre ces structures finalement plus pérennes, est-ce qu'il ne faudrait pas justement changer le modèle économique pour éviter ce genre de situation? Bien entendu, mais je crois que nous sommes ouverts à toute proposition. Nous avons sur le site des possibilités d'agrandissement de manière à le rendre entre guillemets autonome, parce qu'encore tout est relatif, ou alors l'associer à d'autres structures, pourquoi pas avec des personnes avec des handicaps, des choses comme ça. Voilà, effectivement il y a des moyens, mais encore faut-il qu'ils soient travaillés en amont, et non pas qu'on nous annonce une fermeture pure et simple au 1er janvier 2024. Oui, c'est ça, parce qu'on vous a mis devant le fait accompli 5 mois avant. Faut être très clair. Tout à fait. Nous avons été mis devant le fait, devant des dates, sans qu'on ait vraiment d'explication et sans qu'il y ait un travail collectif de mise en place entre le conseil d'administration de l'hôpital d'Aubusson, l'hôpital d'Aubusson de par son directeur, les services de l'État, les services de l'ARS et bien entendu la communauté de communes qui a financé ce projet. Alors justement, vous faites partie de ces maires qui comme mouillent la chemise, si je peux me permettre l'expression, puisque vous étiez avec les manifestants cet été à la première manifestation qui avait été organisée pour empêcher la fermeture. Quelle a été la réaction des pouvoirs publics quand vous les avez alertés sur cette fermeture ? Les pouvoirs publics ont pris en compte notre demande parce que nous avons une mobilisation quand même relativement importante pour notre petit secteur. Et donc les pouvoirs publics ont pris en compte notre demande de voir s'il y avait des solutions et d'arrêter une décision telle que celle de la fermeture. C'est-à-dire qu'une réunion en préfecture a défini que l'EHPAD ne fermerait pas, qu'il fallait trouver des solutions, qu'il fallait réfléchir, prendre du temps, faire un audit, mettre toutes les choses à place, se mettre autour d'une table et de discuter calmement et honnêtement par rapport à cette structure. Bon bah écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Marc Michelon d'avoir partagé partager cette situation qui est préoccupante pour nous et surtout pour les personnes qui sont accueillies. Tout à fait, mais on y reviendra ensemble un peu plus tard. On va pas vous lâcher. Surtout quand on sait qu'en 2030, la France comptera près de 21 millions de personnes âgées. Donc, fermer des EHPAD aujourd'hui avec la crise de place qu'il y a, c'est un non-sens absolu. Et donc il faut vraiment arrêter de sacrifier nos aînés sur l'autel d'un profit toujours plus grand. Voilà. Absolument. À très vite Jean-Marc Michelon.
Merci, bonne journée à vous. Et Au nous revoir. sommes ensemble jusqu'à 13h. Et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour être en forme. Vous rêvez d'une peau ferme et lisse. On vous donne toutes les techniques efficaces de nos dermatos. Et il n'y a pas d'âge pour s'occuper de son animal. Que faire si votre animal fugue? On vous dit tout dans un instant. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Il n'y a pas d'âge, comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, il n'y a pas d'âge pour s'occuper de son animal, David. Au secours, j'ai un animal fugueur, je ne sais plus quoi faire pour le retenir à la maison. Ne vous inquiétez pas, on vous donne évidemment des solutions. Mais tout de suite, dans Il n'y a pas d'âge pour être en forme, on vous donne toutes les techniques. Écoutez bien, toutes les techniques de dermato efficaces pour avoir une peau lisse et ferme. Évidemment, David, évidemment, effectivement, on ne se rend pas compte quand on est ado, jeune adulte, cette fermeté naturelle, cette peau bombée, sans une ride, ça fait rêver, on court tous après ça. Freiner le temps qui passe et garder une mine radieuse. Oui, vous êtes pas mal, je veux dire. Je suis pas mal. Heureusement, les techniques évoluent, il y a des moyens de plus en plus performants, plusieurs choix s'offrent à nous. Alors, notre rédactrice beauté préférée, Ariane Goldet, est allée au Salon de la dermatologie esthétique et correctrice qui présente ces nouvelles techniques. Ariane, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Ariane, que nous conseillez-vous? Qu'est-ce qui est aujourd'hui efficace pour raffermir et éclaircir la peau? Bon, alors, on va commencer, c'était un salon de dermatologie esthétique et correctrice. Donc, on a affaire à ou des médecins esthétiques ou des dermatos. Oui. Donc, on va commencer par les problèmes de couleur. Et là, dans ce cas-là, il y a les lasers. Donc, vous avez, on en a déjà parlé, le laser pigmentaire qui va traiter les taches marron sur le visage, les mains, le décolleté. Et puis, vous avez, qui fait exploser la mélanine. Et puis, vous avez les lasers vasculaires qui traitent tout ce qui est rouge. C'est-à-dire, par coagulation, ce qui est rougeur, vaisseaux dilatés, coupe rose, rosacée, vous voyez. Bon, tout ça, toujours pour effacer différentes couleurs, il y a une autre solution, c'est la lumière intense pulsée. Mais là, c'est le médecin qui doit décider en fonction de l'étendue du problème. Voilà. Sinon, dans la catégorie de laser, vous avez aussi les lasers abrasifs et fractionnés qui sont indiqués pour certaines rides, mais là encore, ce sont des cas extrêmes quand même. Oui. Alors, Ariane, avec les années, le visage se creuse et le relâchement cutané s'accentue. Quelles sont les techniques que vous nous conseillez et qui vont permettre de repulper notre peau? Et là, la Alors, solution. c'est la solution. Ah. Alors, dans ce cas-là, les médecins utilisent plutôt des injections. C'est-à-dire que le dermato-médecin injecte du produit, une substance avec une seringue. D'accord. Pour replacer les volumes, remonter les traits, etc., etc. Alors, vous avez deux types d'injectables. Vous avez le Botox, qui est très connu, la toxine botulique. Elle va détendre le muscle pour que la ride se relâche. Et là, aujourd'hui, on a une nouvelle toxique qui agit plus vite et plus longtemps, mais qui est plus douloureuse à l'injection. Visiblement, les femmes acceptent cette douleur par rapport aux bénéfices. Et toujours dans les injections, vous avez bien entendu les injections d'acide hyaluronique qui comblent la ride, qui la remplit. Mais la nouveauté, c'est que le dermato peut le mélanger avec ce qu'on appelle un inducteur cellulaire, ce qui va entraîner une multiplication en plus des cellules, une augmentation de la production de collagène, d'équilibre et de la vascularisation. Intéressant. Donc ça, si vous voulez, ce type d'injection fait que vous êtes immédiatement repulpé par l'acide hyaluronique, mais ensuite le relais est pris sur la tonicité, la qualité, le glow et tout ce qui va pour avoir une belle peau. Seulement, les inducteurs tissulaires, comme vous l'avez vu, ça met plus longtemps à avoir un effet, parce que c'est un effet qui est vraiment très profond. Donc voilà. Puis il y a aussi les fils tenseurs, quand il y a un affaissement moyen. Oui. Et si vous avez vraiment un affaissement important, eh ben écoutez, souvent... Bistouri. Eh ben c'est le petit bistouri. Maintenant, c'est beaucoup... On en reparlera, mais ça n'a plus rien à voir avec les liftings de nos mères. Bon, Voilà. alors, je vous ai entendu dire dermato, médecin esthétique. Il y a une différence en fait entre les deux? Ah oui, il y a une différence de formation. Le dermatologue a fait une spécialité, et médecin, bien entendu, en dermatologie. D'accord. C'est un spécialiste de la peau. Donc, après, il se spécialise dans les injectables et les lasers comme il veut. Donc, tous les dermatos ne font pas de l'esthétique. Quant au médecin esthétique, il est aussi médecin, mais il n'est pas spécialiste de la peau. D'accord. Il suit des formations en médecine esthétique, mais il n'est pas dermato. D'accord. Donc,
dans un cas ou dans l'autre, un programme Belpo, ça demande un médecin spécialisé pour faire le bon diagnostic et le bon traitement sur mesure. Et c'est lui seul, si vous voulez, c'est un dermato qui pourra quand même faire la différence entre une tache marron foncée et un pré-cancer de la peau. Vous voyez, il faut quand même... Oui. Très rapidement, Ariane, avant de se quitter, le coût moyen des actes laser et des injections. Alors écoutez, ça dépend beaucoup des médecins. Vous demandez avant, ça peut aller jusqu'à 150, 200, ça dépend, euros. Vous demandez avant, quand vous téléphonez, vous demandez quel est le prix de la consultation et quels sont les prix des soins. Bon. Et comme ça, vous savez à quoi vous vous exposez. Et quand vous arrivez chez le dermato ou chez le médecin esthétique, vous vous lancez pas dans la voiture. Vous dites voilà, je veux faire un plan. Bon, vous ne vous engagez pas. Vous ne vous engagez pas. On s'engage bon, pas. allez, on s'engage pas. 2 minutes, il n'y a pas urgence. Merci, Ariane. Merci, Ariane. Allez, merci, à très vite. Et maintenant, David, vous allez nous aider, et vous allez aider tous ceux qui ont un chien ou un chat fugueur à trouver des solutions pour les garder à la maison. En effet, Catherine, vous n'avez pas vu Mirza. Votre chien ou votre chat a encore disparu. Sa fugue de quelques heures à quelques jours est toujours une source d'inquiétude pour vous. Eh bien, s'il a pris l'habitude de s'éclipser régulièrement de votre domicile, la difficulté est d'abord de comprendre la raison de sa fugue. Quand on sait pourquoi il s'échappe, il est plus facile de trouver une solution adaptée. Eh bien, c'est ce que nous allons voir avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire parisienne et spécialiste du comportement animal. Bonjour Laetitia. Bonjour. Bonjour à vous deux, bonjour à tous. Ça va, on est content de vous entendre. Oui. Ce soleil dans cette voix. Alors Laetitia, qu'est-ce qui va pousser un chien à fuguer ? Est-ce qu'il y a des races qui sont plus fugueuses que d'autres ? Il y a d'abord l'amour. C'est-à-dire que le chien, s'il sent une chienne en chaleur dans le coin, il peut fuguer et c'est quand même une des premières causes de fugue chez le chien mâle. Et la chienne, même quand elle est en chaleur, peut aussi fuguer pour trouver un partenaire. On a aussi des chiens qui fuguent tout simplement pour suivre une piste parce qu'ils sont chasseurs. Ils ont senti du gibier et puis ils suivent cette piste. Et puis, je pense que une des plus grandes causes de fugue chez le chien, c'est quand même l'ennui. C'est-à-dire que c'est un chien qui bien souvent est dans le jardin, il ne fait rien, il ne rencontre pas d'autres chiens, il connaît le jardin par cœur et il fuit tout simplement pour découvrir le monde, pour explorer et pour aller à la rencontre d'autres chiens. Donc ça aussi, il faut y penser. Alors, concernant les races, on a des races. Alors, il y a des races qui fuguent plus que d'autres, c'est vrai. Les races qui sont chasseuses, comme par exemple le Beagle, est bien connu pour fuguer. Mais aussi les races nordiques, comme on dit, les chiens de traîneau, comme les huskies, tout simplement parce que ces chiens-là, ils vivent en meute. Et quand ils se retrouvent tout seuls dans un jardin, ils préfèrent fuguer pour aller chercher d'autres chiens. Et tout ce que vous nous dites, là, s'applique aussi aux chats ? Alors, le chat, c'est plutôt l'amour. C'est vrai que les chats qui fuguent sont des chats qui ne sont pas stérilisés et qui cherchent une femelle en chaleur. Dans le coin, ils peuvent faire des kilomètres, vous savez, pour trouver des femelles en chaleur. Donc, c'est vraiment la cause principale chez le chat. Alors, quelles sont, Laetitia, les erreurs à ne pas faire vis-à-vis de ce comportement ? La première erreur qu'on fait, c'est que quand le chien revient à la maison après une fugue, on est tellement en rage qu'on le gronde. Alors, c'est vraiment la chose à pas faire parce que, justement, il va se souvenir d'une chose, c'est quand il revient à la maison, il se fait gronder. Donc, la prochaine fois, il va peut-être hésiter à revenir à la maison. Donc, au contraire, quand il revient, faut l'accueillir avec grande joie, avec des friandises, pour bien lui montrer que c'est beaucoup mieux de rester à la maison. Et puis, l'erreur classique qu'on fait, c'est de mettre un collier électrique, ce qu'on appelle un collier anti-fugue. Vous savez, quand le chien approche de la limite de votre propriété, tout de suite, il reçoit un coup d'électricité. Ça lui fait mal. C'est pour moi de la torture, de la maltraitance, donc il faut éviter parce que le chien peut vraiment devenir anxieux après. Ah mais c'est barbare même. Mais on est d'accord. C'est sûr. Laetitia, on est d'accord que la fugue n'a rien à voir avec l'éducation qu'on a donnée à son chien. Non, c'est pas. Alors, moi, je ne parlerai pas plutôt d'éducation, mais plutôt de stimulation du chien. Comme je disais, le chien peut s'ennuyer dans un jardin ou dans une maison et fuguer. Donc, si on ne s'occupe pas de lui, si on ne le sort pas du jardin, parce qu'un jardin, c'est juste une cage dorée, c'est juste une prolongation de la maison. Souvent, on dit, bon, j'ai un jardin, c'est bon, je laisse mon chien dans le jardin. Non, il faut le sortir du jardin. Le chien,
il a besoin de sentir les autres odeurs, de sentir les odeurs de gibier, de sentir les odeurs des autres chiens, de voir d'autres chiens. Donc c'est ça le manque d'éducation, c'est qu'on ne sort pas assez son chien, on ne lui fait pas assez de balades, on ne lui fait pas assez faire de sport, il ne se défoule pas assez, et quand il peut pas se défouler, eh ben il se défoule lui-même en fuguant. Donc c'est ça l'erreur d'éducation. Si rien ne fonctionne dans l'éducation et dans le rapport à l'animal, est-ce qu'il y a des moyens techniques ou des installations à mettre en place qui, bien évidemment, ne soient pas barbares ? Alors, bien entendu, déjà une bonne clôture. Faire attention parce qu'il y a des chiens qui escaladent les clôtures quand même. Oui. Sans compter les chats aussi qui escaladent les clôtures. Donc moi, je dirais vraiment, mettez vraiment une bonne clôture à votre jardin. Et puis quand vous n'êtes pas là, que fait le chien dans le jardin ? Mettez-le dans la maison, tout simplement. Donc il peut vous attendre à la maison à dormir, tout comme le chat, il peut vous attendre à la maison pour dormir. Pensez à stériliser, bien entendu, les chiens qui fuguent et les chats qui fuguent. Oui. Et puis, si vous avez un animal qui fugue régulièrement, mettez un GPS à votre chat ou à votre chien pour savoir où il va. Parce que peut-être que vous allez découvrir que votre chien, il fugue pour aller voir le chien du voisin qui a un bon copain avec qui il va jouer. Et puis peut-être que votre chat qui fugue, il est juste dans le jardin d'à côté et qu'il a fait que 100 mètres par rapport à votre maison. Donc mettez un GPS pour vraiment savoir ce que fait votre chien ou votre chat. Merci Laetitia. Eh ben, on va se quitter sur ces conseils de bon sens. Et puis David a retrouvé Mirza, il est ravi. Mais oui, Mirza est revenu, il est à la maison avec moi. Voilà. Merci beaucoup Laetitia. Merci, bonne journée. Bonne journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir avec les calendriers de l'Avent pour adultes. Ils connaissent un véritable engouement. Il y en a dorénavant de toutes les sortes, alimentaires, beauté, alcoolisée, voire érotique. Et les adultes se prêtent au jeu. Et dans Il n'y a pas d'âge pour s'émouvoir, nous allons vous faire découvrir un livre plein d'amour et de tendresse. Un hymne à la vie avec Roland Pérez, avocat au barreau de Paris, qui nous dévoile son deuxième roman, Ma mère, Dieu et Lizzie. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge comme chaque dimanche entre midi et 13h sur Sud Radio. Dans un instant, Y a pas d'âge pour s'émouvoir. Nous allons vous faire découvrir un livre plein d'amour et de tendresse, un hymne à la vie avec Roland Pérez, avocat au barreau de Paris, qui vous dévoilera son deuxième roman, Ma mère, Dieu et Lizzie. Et vous découvrirez notre coup de cœur, Curious, le tout nouveau et époustouflant spectacle du Cirque du Soleil. Mais tout de suite, David, Y a pas d'âge pour... Se faire plaisir et rester jeune. Le secret de la jeunesse réside sûrement dans le fait de rester le plus longtemps possible dans sa tête un enfant, en étant capable de continuer, entre autres, à s'émerveiller et s'amuser. Et s'il y a bien une chose qui nous plonge dans l'enfance au mois de décembre, c'est le fameux calendrier de l'Avent, avec ses 24 petites cases et ses petits cadeaux surprises à l'intérieur. Eh bien, dorénavant, ce sésame réservé aux enfants se décline pour les adultes, figurez-vous. Cette année, il y a 256 calendriers de l'Avent pour adultes qui ont été mis sur le marché. Alors cela va des chocolats aux produits de beauté, en passant par la gastronomie, les loisirs ou les objets érotiques. Ça vous plaît ? La gastronomie, beaucoup plus, pour le calendrier de l'Avent. Pour analyser cet engouement, nous avons avec nous aujourd'hui, Pauline Bertrand, chef de marque chez Justin Bridou. Bonjour Pauline Bertrand. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors Pauline, pour quelle raison la marque Justin Bridou a décidé de réaliser un calendrier de l'Avent cette année avec plein de petits saucissons différents à découvrir à l'intérieur ? Alors, il faut savoir que Justin Bridou est une marque qui est déjà très présente et appréciée pendant les fêtes de fin d'année, puisque c'est souvent l'occasion de se rassembler en famille, entre amis, de partager des apéros et donc de se faire plaisir avec des saucissons. Et donc c'est pour ça que chaque année on propose des produits inédits sur cette période. Et au-delà de ces produits, on a reçu ces dernières années de nombreuses demandes de consommateurs fans de la marque qui nous réclamaient ce calendrier de l'Avent. Et donc on a décidé, il y a un peu plus d'un an maintenant, de lancer cette édition de calendrier de l'Avent, tant attendu. Alors, et on est ravis aujourd'hui du succès. Alors comme c'est le premier calendrier de l'Avent, j'imagine que pour le créer, il y a eu quand même plusieurs mois d'élaboration. Quelles ont été les premières idées ? Sur quoi êtes-vous parti en fait pour sa réalisation ? C'est sûr que c'était un beau challenge pour l'entreprise que de se lancer dans la réalisation de ce calendrier. C'est un format tout à fait inédit. Et on a bien sûr commencé par un brainstorming pour identifier les formats, les recettes les plus adaptées, puis ce qui plairait le plus à nos consommateurs.
On s'est bien amusé avec le design aussi, où on a qui a été amusant à définir. Finalement, on a opté pour des petits saucissons, des petits lutins Justin Bridou en forme de saucisson. Qui plaisent beaucoup. C'est super mignon. Ah bah c'est très très mignon. Alors qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de chaque case et surtout, vous parliez des produits phares, mais est-ce qu'il y a des surprises ? Il y a des surprises et puis dans chaque case du calendrier, on trouve 2 ou 3 bouchées de petits bâtons de berger de différentes variétés. Et la variété proposée chaque jour est une surprise. Et en fait, ce sont les produits les plus plébiscités par vos consommateurs, ces différents goûts ? Oui, tout à fait. On a donc des variétés, du nature, de la variété de noix de jambon, de la variété aux noix et des petits bâtons de berger au chorizo. Mmh. Et ce sont en effet des recettes très appréciées de nos consommateurs, à la fois du classique, certaines recettes plus originales et qui plaisent à tous et qui sauront nous régaler en patientant jusqu'à Noël. Alors moi je dois vous avouer un truc, Pauline, c'est que mes enfants ont vu le calendrier arriver à la maison. Il y a eu un waouh et une réquisition avec le côté tu n'y toucheras pas, tu es adulte, c'est pour nous. Voilà, donc merci pour leur petit déjeuner, enfin pour ouvrir au petit déjeuner et pouvoir les manger plus tard. Non, c'est une très très belle idée, Pauline Bertrand. Merci énormément de nous avoir fait découvrir effectivement ce nouveau calendrier de l'Avent Justin Bridou. Il est en vente à partir de quand et jusqu'à quand ? Alors, il est en vente depuis le 15 novembre. D'accord. Après, on est en pleine période là. En pleine période, ouais. Il a été lancé en édition limitée et il y a eu beaucoup d'engouement. Donc on sait qu'il est difficile à trouver, mais il est en vente dans de grandes enseignes, les plus grandes enseignes. Oui, parce que je crois qu'il y a 8000 heureux, c'est ça, qui pourront l'avoir. Un peu plus. Un peu plus. Ah bon, un ouais. peu plus. Ah ben alors très bien. Bon bah alors dépêchez-vous, courez. Bon bah merci beaucoup. Et puis écoutez, comme les calendriers de l'Avent, il y en a plein. On va vous faire des conseils maintenant. Moi j'ai adoré le calendrier de l'Avent Bonne Maman avec 23 plaisirs gourmands aux saveurs inédites. Incroyable. Alors à l'intérieur, Catherine vous le montre pour ceux qui nous voient, il y a des confitures, mais aussi de savoureux biscuits, des pâtes de fruits et des infusions parfumées. Voilà. Il y a aussi le calendrier de l'Avent Kousmiti qui renferme plus de 20 saveurs de thé bio différentes. Voilà. Et puis si vous voulez vraiment faire un carton en famille, bien évidemment, le calendrier de l'Avent Justin Bridou avec tous ces délicieux petits saucissons. Je vous laisse faire le calcul. 3 fois 24. Que du bonheur. Chorizo, excellent. Voilà. Merci beaucoup. Excellent. Et alors maintenant, Catherine, je crois que vous voulez nous faire découvrir un auteur à part, un amoureux de la vie, quelqu'un qui signe un livre humaniste et plein d'espoir où le destin merveilleux et la fatalité s'entrechoquent. Exactement, David. Nous recevons un auteur à part, sensible, authentique, qui nous a fait découvrir un premier roman autobiographique, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, il y a 2 ans, que nous retrouverons d'ailleurs à l'écran, cher ami, en 2024, où comment et pourquoi sa maman, Dieu et Sylvie Vartan ont joué un rôle primordial, je dirais même vital, dès son enfance, vous saurez tout. Bonjour Roland Pérez. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes avocat au barreau de Paris et on a la chance de vous avoir sur certains dossiers dans notre émission Il n'y a pas d'âge. Alors, votre premier roman m'a beaucoup ému, je dois le dire, et m'a aussi beaucoup fait rire face à une maman, Esther, qui était, je dis était exceptionnelle, puisque malheureusement, elle nous a quittés, je crois, en 2017. Exactement. Parfois, c'est vrai qu'elle peut être intrusive, mais elle a tellement d'amour. C'est une boule d'amour. Donc, on passe un moment formidable dans le premier livre, qui est toute votre enfance. Et là, exactement. Nous allons nous retrouver autour du deuxième roman, un roman vrai, que vous nous présentez, Ma mère, Dieu et Lydie, plus orienté sur l'homme que vous êtes devenu et votre rencontre avec Lydie qui sera votre épouse, la maman de vos 3 enfants, jusqu'au jour où malheureusement la maladie va s'imposer. Alors, Roland Pérez, qu'est-ce qui vous a donné envie de partager avec nous, lecteurs, ces séquences de vie souvent drôles mais aussi intimes et parfois douloureuses ? En fait, le premier livre où je narrais mon enfance avec ma maman, il était question déjà de ma rencontre avec ma femme, mais je n'avais pas mis le projecteur sur ma femme, dans la mesure où ma mère avait joué un rôle absolument incroyable, un rôle insensé dans ma vie, puisqu'elle m'avait sauvé d'un handicap. Bien sûr. Et ce traitement qui avait été mis en place, dans ce traitement, avait été prescrit la chanteuse Sylvie Vartan, ce qui rendait totalement folle l'histoire. Oui. Et puis j'ai eu, il y a eu ce premier opus, ça a été
un véritable succès. J'étais ce qu'on appelle un best-seller. Moi, je ne savais pas ce que c'était parce que c'était mon premier roman. Et puis, je me suis aperçu qu'en fait, les lecteurs s'étaient attachés à ma famille, s'étaient attachés à ma maman, qui n'était certes plus là, s'est attaché à ma femme, et puis à moi. Et du coup, mon éditeur m'a dit peut-être qu'on ferait une suite. En fait, plus que mon éditeur, en fait, c'est Sophie Davant qui avait été déjà l'inspiratrice de ce premier roman, qui un jour, lorsque je me suis confié sur ma relation à ma femme et le grand amour que j'avais connu, elle m'a dit, mais cette histoire est totalement singulière, totalement romanesque, il faut que tu l'écrives, il faut que ce soit la suite de ton premier roman. Voilà, d'où cette histoire que j'ai mise cette fois-ci sur papier, Ma mère, Dieu et Lydie. On retrouve ma mère, où on retrouve ma personnalité, évidemment, l'homme que j'étais, et puis surtout la femme extraordinaire que j'ai connue. On dit toujours ça des gens qui sont partis, mais en l'occurrence, sincèrement, je n'ai pas été en démesure lorsque j'ai décrit et raconté notre histoire. Et ça se ressent, à chaque page. Et Roland, est-ce que revivre certaines périodes de votre vie à travers l'écriture de ce livre vous a aidé à aller encore plus de l'avant? Alors oui. Alors le premier, quand j'ai parlé de ma mère et de mon enfance, ça a été plus dur puisque j'avais caché à Sylvie Vartan le rôle qu'elle avait joué dans mon enfance, puisque j'étais devenu son avocat entre-temps et que je ne m'autorisais pas à raconter cela parce que je trouvais ça à la fois pudique, un peu fou encore. Alors que pour Lydie, finalement, ça m'a fait un bien fou. J'ai écrit beaucoup plus facilement. Et puis, ça m'a permis aussi de donner à mes enfants aussi une autre image de leur mère. Ils l'avaient perdue, ils étaient jeunes. Bien sûr. Ils connaissaient la maman, ils ne connaissaient pas la jeune fille, ils ne connaissaient pas l'enfant, ils ne connaissaient pas notre relation d'amour, notre folle amour qui nous a permis d'avoir la chance d'avoir ces trois enfants aujourd'hui qui sont mariés, qui ont même des enfants. Et je voulais leur laisser aussi cet héritage parce qu'encore une fois, notre histoire n'est pas une simple histoire d'amour. Lydie était mariée, moi j'étais fiancé, Lydie, il n'y avait aucune raison. C'était pas donné au départ. Non, c'était pas donné. Et puis elle va sortir avec mon meilleur ami. La culpabilité va s'inviter dans notre histoire, une sorte de lâcheté. Et puis la maladie va s'inviter. Tout ça avec ces trois enfants qui vont arriver. Et comment ont-ils réagi justement ces trois enfants? Alors, ils ont réagi différemment. Celle qui est entre les deux, ma fille aînée, ma première fille, elle a réussi à le lire jusqu'au bout, en s'arrêtant parfois. Mais elle l'a lu jusqu'au bout, tandis que mon aîné, mon fils et ma dernière n'ont pas réussi encore à le lire, alors que c'est... Franchement, je pense que Lydie a dansé avec la vie, a dansé avec la maladie. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans le livre. Il n'y a pas de, j'espère, en tout cas pas de pathos. Non. On ne s'attarde pas sur la Du maladie. tout. Pas du tout. On ne s'attarde pas sur la maladie, on ne s'attarde pas sur les souffrances qui n'ont été quasi inexistantes, sauf des souffrances morales. C'est ce que je raconte dans le choix de refuser le traitement. Mais donc mes deux enfants encore, je les laisse venir. Ils n'y arrivent pas encore. Bien sûr. Mais d'ailleurs, pour reprendre ce que vous venez de dire, vos deux romans sont des odes à la vie, vraiment. Ce sont des leçons de vie et de courage, mais des choses qui nous portent. Il y a toujours de la tendresse et de l'émotion forte dans vos romans. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos lecteurs retiennent de vos deux livres? Que tout est toujours possible, que la vie réserve de magnifiques surprises. Elle m'en a réservé de belles. Ça ne veut pas dire que c'est une vie exempte de malheurs. On a tous des malheurs, mais parfois nos malheurs. Moi, quand j'ai perdu ma femme, j'ai dit à mes enfants, vous savez, on nous a arraché une jambe, un pied, mais on le voit tous les jours. Il y a des gens qui ont une jambe en moins, un bras en moins, parfois deux bras en moins, et qui gagnent des combats incroyables en sport. On le voit en e-sport, on les voit tous les jours, qui traversent la Manche, c'est incroyable. Donc j'ai dit à mes enfants, c'est pas grave, on va courir aussi vite et on va gagner la bataille, vous allez voir. Et c'est ça, il faut pas, on peut pas s'apitoyer juste, on n'a pas ni monopole du malheur ni monopole du bonheur. Je veux juste qu'on retienne que quelles que soient les épreuves que l'on a, moi qui suis croyant, je me dis que Dieu nous envoie la force pour les supporter. En tout cas, c'est un livre qui est très 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 touchant, où il y a beaucoup d'amour. Et que je recommande vraiment, David, on le recommande à tous. Tout à fait. En ces veilles de fête de Noël, je trouve que c'est un livre qui a sa place au pied du sapin. Au pied du sapin. Non, les deux livres ont leur place au pied du sapin si vous n'avez pas lu le premier. Merci beaucoup, Roland Pérez. Merci à vous deux, merci. Le premier qui sera bientôt au cinéma l'année prochaine, hein? Incroyable. Là, je suis
pendant que je vous parle, je suis sur le tournage du film. On est en train de tourner les dernières scènes avec Merci Roland. Merci Roland. Et je vous moi, très bientôt. Pour le coup, j'ai lu le livre d'une traite et je vous invite vraiment sans modération à vous jeter sur ce roman, Ma mère, Dieu et Lydie, aux éditions Les Escales. Et comme pour faire le premier aussi, parce qu'on a toute l'enfance. Mais Ma tout à mère, fait. Dieu et Sylvie non, vraiment une très très belle Exceptionnel. saga familiale. Et puis ça débloque beaucoup de choses pour les gens. Et il y a un côté thérapeutique aussi dans ces deux livres. Absolument. Alors maintenant, Catherine, merci Roland. Merci Roland. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, nous vous ferons entendre le coup de gueule que nous avons poussé ce matin dans la matinale en apprenant que beaucoup de médecins généralistes quittent leur poste bien avant la retraite en étant totalement épuisés moralement suite à un manque de considération. Et ce, alors que nos régions souffrent d'une désertification médicale très inquiétante. Et nous recevrons Colette Maz. En tout cas, nous allons lui rendre hommage, puisque vous vous souvenez de cette pianiste de 109 ans que nous avions été voir chez elle. Et nous allons vous repasser l'interview, car elle est décédée dimanche dernier et nous avions à cœur de lui rendre hommage. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et merci d'être avec nous dans Y a pas d'âge, comme chaque dimanche jusqu'à 13h sur Sud Radio. Avant de retrouver l'enregistrement de Colette Maz, à qui nous tenons à rendre un hommage vibrant aujourd'hui, cette pianiste de 109 ans qui vient de nous quitter, eh bien je vous propose d'écouter le coup de gueule que Y a pas d'âge a poussé ce matin dans la matinale en apprenant que beaucoup de nos médecins généralistes quittent leur poste bien avant la retraite en étant totalement épuisés moralement suite à un manque de considération. Et ce, alors que nos régions souffrent d'une désertification médicale très inquiétante. Nous le savons, en France, les déserts médicaux se sont installés dans beaucoup trop de régions. Et que vous êtes nombreux à faire les kilomètres pour voir un médecin. Et parallèlement à cela, eh bien évidemment, il y a des médecins qui partent à la retraite par anticipation. Certains sont fatigués, certains sont épuisés, certains tombent malades parce que la pression devient difficile à vivre. Bonjour, docteur Véronique Jaglin. Oui, bonjour. Vous êtes médecin généraliste et présidente du syndicat départemental des médecins généralistes de la Sarthe. Vous avez le mois dernier adressé une lettre ouverte aux parlementaires. Que peut-on faire dont nos médecins partent à la retraite et ne sont évidemment pas forcément remplacés? Est-ce que vous avez, vous, dans votre entourage ou vous-même, des exemples de médecins généralistes qui s'arrêtent avant l'heure et pourquoi ? Oui, je pense qu'actuellement, il y a une fatigue générale des professionnels. Donc, les causes en sont multiples. Le fait qu'on n'a pas formé les médecins suffisamment pendant 20 ans, le fait que les médecins les plus âgés ont une pratique qui n'est pas celle qu'auront les futurs généralistes. Donc, ils travaillaient souvent beaucoup d'heures, avec beaucoup de patientèle. Donc, ce type de pratique qui faisait travailler les médecins entre 60-70 heures par semaine, c'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. Donc, les jeunes médecins aspirent à un équilibre plus important entre la vie privée et la vie professionnelle, ce qui fait que il faut à peu près 2 jeunes médecins pour remplacer un médecin plus senior, mais malheureusement on n'a formé qu'un seul médecin pour 2 médecins seniors. Donc ça peut pas mathématiquement, on ne peut aller que vers une aggravation du désert et une aggravation aussi des conditions de travail et de la pression qui est exercée sur les médecins qui sont en place. Parce qu'on a un certain nombre de médecins qui ont un certain âge et maintenant tous ces médecins se retrouvent face à la dématérialisation qui n'est pas évidente pour eux, la paperasse administrative. Est-ce que c'est pas aussi une cause de départ en retraite anticipée ? C'est un tout. Je dirais oui, les injonctions de passage au tout numérique, toutes les injonctions par les caisses de dématérialisation, on a de plus en plus de tâches de ce type-là à faire. Donc c'est vrai que c'est pas forcément ce qui est le cœur de métier des médecins généralistes et encore moins des médecins les plus âgés qui n'ont peut-être pas forcément d'appétence pour ce monde-là. Oui. Donc ça c'est un phénomène. En fait, les causes en sont multiples. Donc le fait qu'il n'y ait pas de revalorisation, le fait qu'il y ait un
une absence de reconnaissance du métier, tout simplement, et de vers quoi on veut se diriger, vers quoi on donne comme signal fort. La population vieillit, elle a besoin d'être prise en charge pour des pathologies multiples, avec le problème du maintien des personnes âgées. Enfin, on a plein d'enjeux de société et absolument pas d'aide au niveau de notre profession, puisqu'on a été plus ou moins laissé à l'abandon pendant des années. Donc là, on demande effectivement un signal fort pour que les jeunes qui sortent des facultés se redirigent vers le monde libéral, s'installent un peu partout, mais pour l'instant, ils ne voient pas forcément de signes très forts venir du gouvernement, de la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc là, on rentre en négociation. Donc on espère effectivement que les choses vont évoluer très vite, mais pour beaucoup de régions, malheureusement, c'est trop tard, puisqu'on a des zones entières où il n'y a plus de personnes. Donc on ne pourra espérer peut-être que des arrivées de médecins par 2, par 3, mais certainement. Le médecin tout seul qui exerce dans son village, c'est terminé. Oui. C'est du passé. Absolument. Et puis, bon, il y a une tendance quand même. Les jeunes aujourd'hui, et je pense que ça s'applique aux jeunes médecins, ne veulent pas perdre leur vie à la gagner. Donc, il faut qu'il y ait des attraits. Et la renaissance du métier, pour vous, elle passe par quoi ? Plusieurs choses. Déjà, l'exercice regroupé sur un territoire, l'exercice dans des maisons médicales. Des maisons médicales, dans un territoire organisé, donc les CPTS se mettent en place, avec aussi un médecin qui travaille avec une équipe avec un assistant médical, une secrétaire, des IPA, enfin voilà, une équipe qui travaille autour du médecin, pour le dégager de toutes les considérations paperassières, encaissement, tout ce qui n'est pas le cœur de métier du médecin généraliste en fait. Oui, absolument. Le problème, c'est qu'actuellement, avec le niveau tarifaire, on ne peut pas envisager qu'un médecin en salarie deux personnes, quoi. C'est absolument impossible. Donc, on n'a pas les moyens de le faire. Donc, on nous donne des aides plus ou moins minima qui sont plus ou moins intéressantes. Bon, c'est un début, mais voilà, on attend un signal plus fort et que le médecin puisse se reconcentrer sur son métier. Sur son métier, absolument. Pas tout le temps à aller sur des plateformes pour créer des dossiers, voilà. Merci beaucoup, docteur Véronique Jaglin. Merci de m'avoir donné du temps. Je sais que vous êtes très, très prise aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes la présidente du syndicat départemental des médecins généralistes de la Sarthe. Merci et excellente journée à vous. Au revoir. Comment accepter, David, que nos médecins qui souffrent depuis si longtemps du manque d'intérêt que suscite leur profession soient, pour certains, dans l'obligation de quitter leur poste avant même d'avoir atteint l'âge de la retraite, et ce, pour protéger leur santé physique et morale. Comment imaginer dans ces conditions que de jeunes médecins puissent avoir envie de vouer leur vie à de futurs patients, d'aller s'installer dans des régions désertées par nos professionnels de santé? Alors, Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé, la France vieillit et je crois que là, il y a urgence. Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Et nous recevrons Colette Maz. En tout cas, nous allons lui rendre hommage, puisque vous vous souvenez de cette pianiste de 109 ans que nous avions été voir chez elle. Et nous allons vous repasser l'interview, car elle est décédée dimanche dernier et nous avions à cœur de lui rendre hommage. Alors Colette Maz, vous êtes une toute jeune pianiste de 108 printemps et vous sortez votre 7e album avec des morceaux de Gershwin, Piazzolla, Schumann et Debussy. Est-ce que la pratique du piano, encore plus de 4 heures par jour, c'est l'un des secrets de votre éternelle jeunesse? Ce sont des histoires de chiffres. Ma mère a toujours été vieille. C'était une vieille. Elle avait envie de rien. J'ai toujours fait beaucoup de gymnastique, de la danse. On appelait ça de la rythmique. J'ai accompagné les danseuses et j'ai fait beaucoup de bicyclette. Je suis partie en exode chez ma nounou à Clermont-Ferrand à bicyclette. Donc pour vous, la jeunesse, c'est un état d'esprit? Un état de son corps. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur le matin, quand vous vous réveillez le matin? Ça dépend de votre état, de vos muscles, de votre sang, de votre cerveau. La bonne humeur, il faut déjà aller bien. Si vous arrivez avec mal au foie, mal à la tête, vous savez, la bonne humeur... Colette, vous avez 3 pianos. Chacun a une signification particulière pour vous? Est-ce qu'ils sont un peu comme 3 hommes différents pour vous? Ces 3 pianos. J'aimerais mieux avoir 3 hommes, mais bon, oui, ils sont différents, forcément, de sonorité. C'est comme des êtres humains, finalement. Vienne, à partir de 1929... Oh, c'est 14, 24... 14, 24. 25, vous avez 15 ans. Ah.
Vous avez 15 ans, vous intégrez l'École normale de musique de Paris. Et donc vous êtes l'élève de Cortot et l'élève de Nadia Boulanger. Est-ce que vous pouvez me dire ce que Alfred Cortot vous a apporté? C'est un poète. Parce que la musique, ça dépasse les notes. Et lui, il sentait vraiment, d'abord il était très cultivé, et la musique était porteuse de messages, et de littéraire, et tout, quoi. Et qu'est-ce que Nadia Boulanger vous a apporté? C'était un monstre de connaissances. Moi, j'avais la trouille, on avait tous peur, parce qu'on passait des examens devant elle. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Colette? Un grand blond aux yeux bleus. Un grand blond aux yeux bleus? J'attends toujours. Non, parce que j'étais fascinée par les grands blonds aux yeux bleus. Et dans ma famille, ils étaient tous bruns. Bien. Mais je ne sais pas si je pourrais, mais je suis peut-être trop paresseuse, faire un disque, interpréter des choses. Mais bon. Et à nous, vous allez nous jouer quelque chose? Il y a 2 compositeurs qui sont mes préférés, si je veux dire, où j'ai besoin, c'est Schumann. Parce que Schumann, il chante avec Clara, son éternelle histoire d'amour, et il chante en duo, et il y a toujours un chant, un sentiment, si vous voulez, très fort de cœur et de Debussy, parce que Debussy, c'est la nature. Et maintenant, Colette, si vous le voulez bien, on va vous écouter. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, David. À bientôt. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.